Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Bonne nouvelle pour les consommateurs haïtiens. Le gouvernement décide de suspendre provisoirement sa décision d'augmenter les prix du carburant à la pompe. Des sénateurs ont approuvé le rapport de la commission anticorruption du Sénat portant sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé. L'annonce a été faite par le président de cette entité, le sénateur Yuri Latortue. La date du 5 septembre est maintenue pour la réouverture des classes, selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean Beauvois-D'Orson. Coup de théâtre. Le gouvernement décide de suspendre provisoirement sa décision de revoir à la hausse les prix du carburant. En ce sens, le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, a fait savoir qu'il a pris note de la résolution du Sénat de la République, votée le mardi 23 août 2016, relative aux nouveaux tarifs des produits pétroliers. Le chef de l'État s'est dit également à l'écoute des différentes réactions de la société civile, particulièrement des syndicats de transporteurs. En conséquence, en accord avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances, il a décidé de relancer les consultations avec les secteurs concernés en vue d'arriver le plus tôt possible à une meilleure concertation sur le niveau des subventions que l'État peut continuer à accorder aux produits pétroliers sans affecter de façon drastique sa capacité à répondre à ses obligations envers la population. Dans l'intervalle, l'équipe de M. Privert annonce que le ministre de l'Économie et des Finances a accepté de sortir, le mercredi 24 août 2016, un avis informant de la suspension provisoire de sa dernière note concernant les nouveaux tarifs des produits pétroliers. Le président de la République fait appel à la solidarité de toutes les couches de la société afin de préserver un climat propice à la tenue des élections dans le pays. Parallèlement, le ministre de l'Économie et des Finances, Yves Bastien, était à la Chambre basse. Alors que M. Bastien tentait de justifier la décision d'augmenter le prix de l'essence, les autorités ont pris la décision de faire retrait de cette mesure. Suivez le reportage de Georges Allen et d'Elsie Dieulassant. À un acte politique, réponse politique. En effet, la résolution non contraignante du Sénat de la République exigeant le retrait de la décision d'augmenter le prix de l'essence a fait écho au Palais national. Moins de 24 heures après cet acte parlementaire, la présidence a annoncé dans une note la suspension temporaire de cette mesure qui a suscité l'émoi au sein de divers secteurs. Venu à la Chambre basse par-devant la Commission de l'économie et des finances pour tenter de justifier la décision, le grand argentier allait être surpris. En effet, Yves Bastien n'était pas informé de l'avis de la présidence, annonçant que l'augmentation du prix du carburant a été suspendue. Mais face aux journalistes, le ministre de l'Économie et des Finances a tenté, avec une pointe d'énervement, de se défendre. Non, sachant le bail m'a expliqué pour nous parler pour le pays. Moi, je ne suis pas indigné. Je ne suis pas indigné de décision, pas moi. C'est 11 millions de monde. D'accord. De qui ça me déçu là? Moi, je montre aux déceptions. Je vous explique ce qui se passe. Je vous dis ce qui doit se faire. Discussion comme... Ah, monsieur. Je ne vais pas répondre encore, non, monsieur. Eh bien, monsieur, il a posé une question. Je n'ai pas aucune déception. Je suis en toute humilité face à un pays entier qui a fait des choix, qui a préjudiciables pour lui, des choix qui a plus grave pour nous demain. C'est à nous de décider. Si nous ne pas faire soulever effort, ça, n'après ton jour, ne pas acheter gaz. De son côté, le président de la Commission économie et finances de la Chambre des députés a félicité la présidence pour sa décision de faire retrait de cette mesure. Mais de toute évidence, le député Arodon Bien-Aimé semble avoir compris qu'il est nécessaire que le prix des produits pétroliers soit augmenté. Chaque gallon gaz, gouvernement mettait 93 gouttes pour permettre que les pâtes jamais monter à la pompe. Et je dis à les pâtes retirer toutes 93 gouttes là. C'est 30 gouttes de retirer dans 93 gouttes là. 93 gouttes subvention que qu'on ne baille pas gallon. C'est ça qui permet que les monter. Mais c'est que nous dit ministre tout, il n'y a pas non seulement informer la population, il n'y a pas sensibiliser la population. Et on croit que coup de l'oreille ça, coup de tonnerre ça, le pays n'a pas de prêt pour prendre. Figurant parmi les sénateurs ayant dénoncé cette mesure gouvernementale, signataire de la résolution du 23 août, Steven Benoît a applaudi la célérité avec laquelle le président Jocelyn Privert a répondu à leur exigence. Mon décret de 95 qui dit chaque prix avant est de 5%.
il y a un ajustement pour faire. Le gouvernement, s'il a mis 3 gouttes ou 4 gouttes, il y a pour le chita avec syndicalistes, il y a pour le chita avec parlementaires, pour dire nous que vu tel bagage qu'a fait, la obligé de mettre un petit comme plus. Et nous-mêmes, ma recommandation au gouvernement, c'est pour faire après la rentrée des classes, après les élections. Dans sa note annonçant la suspension temporaire de la décision d'augmenter le prix des produits pétroliers, la présidence informe de l'ouverture des consultations avec les secteurs concernés par ce dossier. Le Sénat de la République a pris un ensemble de décisions. Le Grand Corps a ratifié M. Michel-Ange Gédéon comme directeur général de la police nationale. Il a aussi ratifié le conseil d'administration de la BRH. Les parlementaires avaient voté une résolution demandant au gouvernement de revenir sur sa décision d'augmenter les prix du carburant, ce qu'il a fait. Certains observateurs estiment que le Sénat est en train de légitimer le président Privert, dont le mandat a pris fin depuis le 14 juin dernier. Pour faire le point avec nous sur ce sujet, nous avons le sénateur Jean-Renel Senatus. Bonsoir, sénateur Jean-Renel Senatus. Bonsoir, Saoul. Bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télé Métropole. Sénateur, depuis quelques jours, nous allons de coups de tonnerre en coups de théâtre. Coup de tonnerre, le prix des carburants doit être augmenté de manière significative. Coup de théâtre, la décision est rapportée aussi rapidement qu'elle a été prise. Comment expliquez-vous ces différentes volte-face? Bon, l'important, ce qu'on doit comprendre, c'est que Haïti actuellement fait face à un problème de gouvernance. Gouvernance en ce sens que les autorités décident de prendre n'importe quelle mesure sans contrebalancer, sans réfléchir sur les retombées de dites mesures. Dans le cas de l'augmentation du prix des carburants, des produits pétroliers de préférence sur le marché national, pour moi c'était une mesure vraiment de trop, dans la mesure où ça a été arrêté dans un moment où l'on prépare la rentrée scolaire. La population fait face à des situations économiques vraiment précaires. Donc, jugé opportun d'augmenter le prix du carburant sur le marché national aujourd'hui, alors que sur le marché international, c'est pas vraiment, ça n'a subi aucune augmentation. Donc, c'était un peu révoltant. Maintenant, nous apprécions le comportement des dirigeants, en ce sens qu'ils ont entendu et compris le cri de la population, cri manifesté à travers la résolution prise hier par l'Assemblée des sénateurs. Résolution qui avait d'abord recommandé au pouvoir de rétracter cette mesure et et la résolution est assortie d'une menace. Heureusement, ils ont compris, ils ont pris la voie de la sagesse, ils ont rétracté la décision. Pour nous autres, c'est un très bon comportement. Très bien, merci sénateur. Question subsidiaire. Est-ce que le fait par le Sénat d'envoyer cette résolution à M. Privert ne revient pas à légitimer M. Privert dans son rôle de président de la République? Nous avions pris notre responsabilité en main. Nous avions joué notre partition, nos attributions constitutionnelles en tant que sénateur. Et nous avions gardé de légitimer qui que ce soit au pouvoir, sinon que le gouvernement qui est l'émanation même du Parlement. C'est pourquoi, si vous vous mettez à lire aujourd'hui même, en ce moment, l'article 1er, vous allez voir que le Sénat de la République enjoint au gouvernement de rétracter. Nous comprenez bien, l'exécutif haïtien est bicéphale. Il y a la présidence, il y a le gouvernement. Mais l'Assemblée des sénateurs s'est adressée directement au gouvernement. Et donc pourquoi nous attendons encore que le gouvernement sorte sa décision ou son avis de manière à ce que le prix soit revu au niveau des pompes.
C'est ça, mais je crois d'ailleurs que cette décision a été prise, enfin cela reste à confirmer. Écoutez, sénateur Jean-Renel Sénatus, merci infiniment de votre temps, merci de cet éclairage et bonne soirée. Ça a été un plaisir pour nous, bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Au revoir. Le rapport de la commission anticorruption du Sénat portant sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé a été approuvé par le Grand Corps. C'est ce qu'a annoncé le président de cette entité, le sénateur Youri Latortue. Monsieur Latortue a fait savoir qu'un comité de suivi a été créé suite à la publication du document. Il faut rappeler que la majorité des personnes incriminées dans le rapport avaient rejeté d'un revers de main les conclusions de ce document. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte avait même parlé de manipulation politique. La date du 5 septembre est maintenue pour la réouverture des classes, selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean Beauvois-Dorsonne. Le titulaire de l'Éducation a indiqué que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin de faciliter cette nouvelle rentrée scolaire. On a compris que pour respecter le minimum jour de classe annuel qu'un pays doit avoir, parce que la moyenne nationale est de 200 jours, donc on a dû lancer l'ouverture pour le 5 septembre. Donc si nous sortons de cette date, nous n'allons pas pouvoir, disons, avoir les 186 jours de classe qui sont nécessaires aux enseignants, aux directeurs d'école pour faire leur travail académique. Le gouvernement maintient son programme de subvention scolaire à travers ce qu'on appelle, par exemple, la subvention des ouvrages, des manuels scolaires, subvention et dotation. Ce programme est maintenu. Le gouvernement finance également des réparations mineures au niveau des écoles nationales. Le gouvernement finance aussi la construction ou bien la fabrication de mobilier scolaire pour les enfants. Le gouvernement a beaucoup investi dans la mise en place de moyens pour permettre au PNCS, Programme national de cantine scolaire, d'avoir de quoi assurer, disons, l'alimentation des enfants dès le premier jour de classe. Et en plus, ce qui est très nouveau, c'est une innovation pour le gouvernement, le fait de penser à mettre en place des bons pour les familles à hauteur de 5 000 gourdes par bon BNC. Je crois que ça, c'est une nouveauté, c'est un plus dans le programme de la rentrée scolaire. Un nouveau directeur général a été installé à la tête de la Commission nationale de lutte contre la drogue ce mercredi. Il s'agit du colonel Antoine Atouriste qui remplace à ce poste le docteur Martineau Guerrier. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Enex Jean-Charles. Un reportage de Sheila Louis-Joseph et Bernaud Augusma. Après 28 ans de lutte contre le narcotrafic, la contrebande, la corruption et le blanchiment des capitaux, le colonel Antoine Atouriste prend les rênes de la Commission nationale de lutte contre la drogue, la CONAD. Investi dans ses fonctions ce mercredi, il dit accepter ce poste avec humilité et émotion. Il promet de mener l'institution à bon port. Il faut respecter les lois, il faut faire appliquer les lois. La loi du 7 août 2001, la loi du 13 novembre 2013 contre le blanchiment des avoirs et maintenant s'assurer qu'Haïti ne soit plus ce maillon faible de la chaîne de sécurité régionale et internationale et enfin nous assurer vraiment de travailler avec des organisations de prévention et de lutte contre la consommation de la drogue. Dans l'intervalle, celui qui a été directeur de l'ULCC de 2012 à 2015 puis de façon éphémère ministre de la Défense en avril dernier, s'est aussi fixé un objectif principal. La première action que le colonel Atouriste va poser, c'est de faire respecter les normes prudentielles et de conformité bancaire pour lutter contre ce que l'on appelle le blanchiment des avoirs. Nous allons faire de concert avec nos partenaires de la Banque centrale, de l'UCREF, de l'ULCC, de la police, de travailler ensemble avec nos partenaires des banques pour que vraiment nous respections les recommandations du GAFI
nous renforçons nos pourcentages de conformité bancaire. Notons que le colonel Antoine Atouriste a été nommé par arrêté présidentiel en date du 3 août 2016. Il remplace au poste de directeur général de la CONAD le docteur Martino Guerrier. C'était depuis les locaux de la CONAD sur la route de Frères, chez la Louis-Joseph et Bernot Augusma. La loi de modernisation de sécurité sanitaire des aliments, FSMA, Food Safety and Modernization Act, était au centre des discussions lors d'un atelier organisé par le ministère de l'Agriculture et plusieurs de ses partenaires. Le directeur général du ministère de l'Agriculture, Arnoux Séverin, a indiqué que l'objectif de cet atelier de 2 jours était de fournir des informations détaillées sur les règlements du FSMA nécessaires pour les exportateurs haïtiens. Le ministère de l'Agriculture saisit le bien fondé de la révision des règlements sanitaires et phytosanitaires des États-Unis d'Amérique, car il revient à chaque pays de mettre en place un système national fiable de prévention, d'inspection et de contrôle sanitaire des animaux et végétaux, ainsi que des produits d'origine animale et végétale, dans le but de minimiser le plus possible des risques d'introduction d'agents pathogènes sur son territoire à travers le commerce international. Autrement dit, chaque pays doit être doté de législation vétérinaire, phytosanitaire actualisée afin de protéger la santé des végétaux, des animaux et de l'homme et de veiller également à la sécurité sanitaire de l'environnement. Les responsables sanitaires haïtiens ont annoncé la semaine dernière que le premier cas de naissance d'un bébé atteint d'une microcéphalie a été recensé en Haïti. De nombreuses questions se posent après cette annonce. À quel niveau les femmes enceintes sont-elles exposées? À quel moment de la grossesse ne sont-elles plus exposées? Suivez ce dossier spécial de Luc Nergaro et Guitry Choisy. Depuis la découverte du premier cas de microcéphalie lié au virus Zika, le focus est mis sur les femmes enceintes. On dit qu'elles sont les plus vulnérables face à ce virus. Aujourd'hui, on est à la recherche de réponses par rapport à cette situation. Comment les femmes enceintes sont exposées, quelles sont les conséquences sur les bébés, quels sont les risques. Nous sommes à la direction de la santé familiale du MSPP. On va rencontrer le docteur Reynold Grandpierre pour des réponses. C'est à raison que les femmes enceintes sont préoccupées par le virus Zika, car les conséquences sur le fœtus qu'elles portent peuvent s'avérer graves. La microcéphalie, c'est-à-dire la naissance d'un enfant doté d'une petite tête, en est la pire. Normalement, les bébés ne sont exposés à tous les types de pathologies que pendant le premier trimestre de la grossesse. Une règle que le virus du Zika est capable de défier, selon les explications fournies par le directeur de la santé de la famille du MSPP, Dr Reynold Grandpierre. Il y a des articles qui commencent à sortir à partir du mois dernier qui commencent à dire que, suivant l'observation toujours, ils pensaient que l'allait juste sous le deuxième trimestre. Donc, si vous voulez, c'est focaliser d'abord sur le premier trimestre, mais quand même de plus en plus, nous pensons que forte protection à aller jusqu'au deuxième trimestre. Pour transmettre le virus à l'enfant qu'elle porte, une femme enceinte doit contracter le Zika durant sa grossesse, pas avant. C'est-à-dire si durant les 6 premiers mois, le moustique responsable de la transmission parvient à la piquer. Mais comme le Zika est vraiment particulier, la transmission vectorielle semble ne pas être le seul canal. La voie sexuelle serait aussi une possibilité, indique le docteur Reynold Grandpierre, non sans certaines réserves. Il y a une possibilité que fille enceinte sans Zika et que partenaire lui-même fait Zika et que une transmission sexuelle. M'emploie un peu le conditionnel parce que c'est beaucoup, si vous voulez, confirmer à 100%, bien qu'il y a plusieurs études qui sortent sur ça et nous-mêmes nous obligés de mettre tout ça en lien, là, on a parlé de prévention. Les femmes enceintes sont menacées, mais en Haïti, elles le sont encore plus, pour la simple et bonne raison qu'après leur contamination, elles sont sans recours. Aucun médicament ne peut préserver l'enfant et les lois haïtiennes ne leur laissent aucun choix, regrette l'obstétricien, directeur de la santé de la famille. Parce que dans le pays, on fait l'ajustement. Il y a une bonne possibilité à partir du moment où c'est positif pour faire un choix.
est-ce qu'on a une grossesse ça, ou bien est-ce qu'on a un risque là, ou qu'on va continuer, mais qu'on connaît que il y a possibilité pour produire à part. Nous-mêmes ici, nous n'avons pas qu'à faire choix. Parce que les lois de ce pays ne permettent pas l'accès à l'avortement thérapeutique, même si vous te découvrez que tu es mal formé. S'il est vrai que le risque qu'un bébé soit affligé de microcéphalie à la naissance après avoir été infecté par le virus Zika est faible, les autorités sanitaires tiennent quand même à prioriser la prévention. Donc, vous l'aurez compris, la maladie est nouvelle en Haïti, pour ne pas dire dans la région. Le MSPP est quasiment en phase de tâtonnement, mais mise gros sur la prévention. Donc, il faut faire pareil. Ce qu'il faut faire, c'est de jouer sur la prévention, c'est d'éviter tout ce qui peut multiplier, encore faciliter la multiplication des moustiques responsables de la transmission du virus Zika. Donc, il faut jouer sur la prévention pour éviter toute conséquence fâcheuse. C'était, depuis le bureau du docteur Grand-Pierre, Luc Nergaro et Guitry Choisy pour Métropole. Voilà, c'est tout pour ce soir. À la prochaine, même heure, même chaîne.